Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Bonjour Pierre. Salut. Merci de te déplacer aujourd'hui pour venir dans mon podcast. Donc, de 0 à 70.3, le nom de mon podcast. Je pars de très peu pour faire mon demi-Ironman en septembre. Je suis encore dans la phase grande préparation, beaucoup d'entraînements que j'ai fait et qui me reste à faire aussi quand même pas mal. Alors, quoi de mieux qu'un coach pour pouvoir répondre à mes quelques petites questions, question de bien m'entraîner aussi pour le restant de mes semaines et de mes mois qui s'en vient. Fait que toi, tu es un coach de triathlon, tu fais ça depuis plusieurs années. 42 ans. 42 ans comme coach. Oui. Puis athlète un peu? Ou? Oui, j'ai jamais arrêté. Fait que c'est quoi tes prochains défis? T'as-tu quelque chose qui s'en vient? Oui, j'ai un marathon qui s'en vient. Je fais un triathlon aussi, j'en fais 2. Okay. Puis je fais un swim run. Ah! Ouais. On met le vélo de côté. Puis, oui, c'est vraiment le fun. OK. À voir. Je savais même pas que ça existait, swimrun. Non, c'est vraiment pas connu. J'aime ça parce que c'est pas connu. ça va peut-être le devenir. J'ai commencé du triathlon, c'était pas connu. C'est le même thinking. Oui, tu t'en vas dans les sphères plus obscures pour les faire découvrir peut-être ou non? Pour moi, là, bizarre. J'aime ça être bizarre un peu. Good. Fait que là, comme coach depuis 42 ans, fait que tu en as vu passer plusieurs athlètes. Quelqu'un comme moi qui commence, qui part de zéro. Je veux dire, j'ai un vélo, des souliers pour courir, puis mon maillot de bain pour nager, mais quelqu'un qui commence, comment tu prends en charge les athlètes qui débutent? Bien, la première chose, c'est que j'essaie de mettre ça le moins compliqué que possible. Parce qu'avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, puis toutes les informations, on a comme trop d'accès à trop d'informations. C'est rendu compliqué. Ça peut sembler compliqué. Ouais. Fait que là, j'essaie de simplifier les affaires. Fait que c'est swim, bike, run. Tu as juste besoin de faire les 3 sports. Okay. Tu as besoin de les enchaîner le mieux possible avec le moins de temps possible entre les 3. Oui, ce qui est comme la définition du triathlon. Exactement. Fait que à la base, c'est ça. Fait que si la personne comprend que finalement, ça peut se simplifier en 3 sports que tu enchaînes pour faire ta course, on part comme ça. OK. Puis là, quand je rencontre un athlète, on a comme l'athlète a un devoir d'athlète où il va répondre à certaines questions de base. Ouais. Mais c'est surtout les antécédents que je veux savoir. Okay. Je veux savoir pourquoi le triathlon. L'idée est venue de où? Souvent, ça vient des amis ou quelqu'un qui a connu que je pensais pas qu'elle serait capable de faire un triathlon. Donc, moi, je suis capable. Fait que ça c'est bon. Ou peut-être simplement, on a vu ça à la télévision, on a vu ça aux Olympiques. Ouais. Tu sais, après les Olympiques de Paris, souvent, les gens prennent le sport. Puis là, en ce moment-là, je dis, c'est quoi tes antécédents? La plupart des gens, ils viennent pas de la natation. Mm-hmm. Ils commencent le triathlon adulte, puis la natation, c'est mettons le 3e, je ne sais pas si dans ton cas. Moi, c'est les amis / famille qui m'ont poussé à faire ça un peu, un petit défi de famille. Ouais. Puis le natation, j'ai pris des cours quand j'étais jeune parce que mon père, c'était un ancien nageur. Fait que j'ai pris des cours, j'ai pas poursuivi, j'ai pas fait de compétition et tout, mais je me débrouille bien en natation. Comme dans une piscine, à faire des longueurs, ça va. Parfait. Mais ça sera pas ça mon événement. Mais mettons... Tu n'as pas été en eau libre encore. Non. C'est ça, parce que c'est ta première année, puis ton premier événement. Ouais. Fait que ça, c'est souvent le défi, c'est de... OK, là, je suis capable de nager en piscine. Est-ce que je vais être capable de nager en eau libre? Mm-hmm. Fait que là, encore là, pour simplifier les affaires, l'eau, c'est de l'eau. Ouais. Fait que tu nages en piscine, que tu nages dans un lac, c'est la même chose. Il n'y a pas de technique différente. Sauf que il n'y a pas de point de repère. Ouais. Fait que vu qu'il n'y a pas de point de repère, les gens, ils vont tout croche. Le sighting est très important, voir où on s'en va. Ouais. Fait qu'il y a un élément de panique qui rentre parce qu'on n'a pas de point de repère. Fait que ça, il faut se saucer le plus vite possible. Ouais. Puis il faut aller souvent. Puis ça, c'est que les gens font pas.
Ouais. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais les gens ne sont pas portés à aller dans un lac. C'est noir, Ouais. c'est sale, il y a des poissons, il y a des algues. On dirait que ça me décrit très bien. C'est pas ce qui m'attire le plus. Puis c'est ça, je courais, Ouais. je faisais du vélo, puis je suis comme, ben il faut juste que je rajoute la nage. Fait que c'est comme le petit troisième. Puis là, nager, en ce moment, j'avoue que je nage pas. Je cours, je fais du vélo parce que peut-être que je prends un peu la nage pour acquis, mais je le sais que mon défi, c'est l'eau libre. Fait que j'attends que ça se réchauffe encore un peu pour aller vraiment me baigner dans un lac, puis nager dans un lac, puis le voir pour de vrai. Parce que c'est vrai que c'est pas attirant. Non, puis les gens, on commence le triathlon par ça. Fait que ça l'amène beaucoup de stress. C'est vrai. Fait qu'au lieu d'être à l'aise le matin même de l'événement, on a un niveau de stress qui est assez élevé. Ça fait en sorte que les gens ils partent trop vite. Oui. Le premier minute et demie, 2 minutes est vraiment crucial. Fait que les gens partent trop vite. Il y a un élément de panique qui rentre. Puis des fois, il peut y avoir l'hyperventilation aussi. Puis là, tout d'un coup, il me semble que je savais nager. Là, je ne sais plus nager. Là, j'ai goût de sortir. On appelle à l'aide. Il y a des vagues. Oups, j'ai pas nagé encore dans les vagues. L'eau est peut-être plus froide que d'habitude. J'ai un wetsuit qui m'écrase. Il y a toutes sortes d'éléments. C'est pour ça que, comme n'importe quel sport qui nous met dans une zone d'inconfort, il faut se lancer le plus possible dans ce sport-là pour le découvrir c'est quoi. C'est comme si quelqu'un disait, mais je veux faire du surf, mais je veux surtout pas aller dans un océan. Oui, ça... OK, ça se fera pas. Oui, ça c'est... Fait que je veux faire du triathlon, mais je veux surtout pas aller dans un lac pour me pratiquer. Non, faut vraiment se lancer. OK. Yeah. Fait que de garder ça, comme tu dis, aussi simple, de l'eau, c'est de l'eau. Le lac, c'est comment... Ouais. Commencer par c'est quelque chose de facile. Qu'est-ce qui est intéressant au Québec, c'est quand même plusieurs plans d'eau que c'est comme des lacs artificiels. Il y a des campings, il y a des Jean Drapeau qui a ça. Partout dans toutes les régions, il y a des endroits où on peut nager puis on peut être en sécurité. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, rentrez dans l'eau, faites un petit peu, sortez de l'eau. Rentrez dans l'eau, faites un petit peu de nage, sortez de l'eau. Peut-être aller avec un ami, quelqu'un en kayak la première fois, aller avec un club. Fait que ça nous rassure. Peut-être avoir une petite clinique de nage ou d'eau libre. Fait qu'il faut juste... parce que il y a des gens qui n'auront jamais de problème. Ils vont rentrer dans l'eau, puis oui, c'est quoi le stress? C'est quoi le problème? Comme la première fois que les gens utilisent des clips en vélo. Ben oui. Mais moi, j'ai jamais pensé que ça serait un stress. Parce que je dis, c'est pas... Mais non, tes pieds sont clippés, il n'arrivera rien de grave. Puis là, j'ai au moins 50% de mes adultes que clipper, c'est comme un stress. Comme mettre les coudes sur une barre de triathlon, là, un support de vélo. Des barres de triathlon. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans le fond, il faut se lancer le plus possible. Le plus possible. Yeah. OK. Fait que je vais pouvoir tester ça. Ouais. J'espère que... Est-ce que tu as un wetsuit? Pas encore. Ouais. Ça, c'est un élément vraiment important parce que les gens, ils vont dans les boutiques. Puis souvent, les gens qui conseillent, ils veulent que le wetsuit soit serré en boutique. Ouais. Puis c'est faux. OK. C'est faux. Je vous le dis, là, faut pas que ça soit... Non, c'est un mythe. Il faut pas que ça soit serré en boutique, même si vous pouvez prendre maintenant une grandeur un petit peu plus grande que le conseiller va dire. Il faut que vous soyez bien dans la boutique. Un des éléments, c'est que les épaules, il faut qu'ils tournent vraiment bien dans le wetsuit. Puis l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça écrase le cou pour la respiration. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le wetsuit, au début, va être vraiment, vraiment tête. Il va prendre de l'eau, puis il va vraiment être tête sur le corps. Puis à force de nager, à un moment donné, il lousse. Dans une même nage ou comme à travers la saison? Dans la même nage. Okay. L'autre affaire, c'est que quand on a fini de nager, le néoprène, il revient à compresser. Okay. Fait que là, l'élément de compression, elle reprend la prochaine fois qu'on le prend. Fait que à ne jamais faire, c'est acheter un wetsuit, pas l'avoir essayé, puis le matin même, on s'en va faire notre épreuve. Ouais, non. Puis souvent, les gens, ils vont prendre le wetsuit parce qu'ils pensent que c'est plus sécuritaire, parce que ça flotte, etc. Mais finalement, c'est quand même un autre élément qu'on ajoute qu'on n'est pas habitué de faire. Fait qu'avoir un wetsuit qui est confortable,
Les hautes gammes sont vraiment overrated, surévaluées. Ouais. Payer 1 200 $ pour un wetsuit de performance, c'est vraiment, vraiment pas nécessaire. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut avoir surtout une isolation de 2 ou 3 mm. Puis on veut que les manches soient plus minces que le restant du wetsuit. Fait qu'il y a des wetsuits qui se vendent que les manches sont beaucoup plus minces, sont beaucoup plus malléables. Ça, c'est vraiment important qu'on soit capable de bouger facilement. Je peux m'imaginer nager dans mon maillot, nager avec un wetsuit. C'est ça, tu as plein de restrictions. C'est pas vraiment pareil pour justement tout ce qui est épaules. Fait qu'il faut être confortable. Si tu fais pas ton mouvement, ben c'est là où tu penses que tu sais plus nager. Puis... Exactement. Ça raccourcit nos mouvements. Puis là, ça ajoute encore sur l'élément de panique. Fait que oui, on flotte. Oui, on a plus chaud. Ça, c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Mais c'est pas nécessairement comme un atout automatique. Ouais. Moi, j'ai un wetsuit qui est le plus bas de gamme chez Orca. C'est le plus bas de gamme qui existe. Puis la raison, si je l'ai pris, c'est parce qu'il est vraiment mince. Il est très malléable. Puis les gens disent « Ah, t'as pas un wetsuit de haute gamme? » Je dis « Non, j'ai un wetsuit que je suis bien dedans. Ouais. » Je vais recommander des pas de manches si c'est possible. Oui, j'en ai vu pas de manches ou avec manches. Même chose pour les trisuits aussi. Là, j'ai fait un seul essai de trisuit en ce moment. Puis les épaules, ils me serraient vraiment beaucoup parce que j'ai un long tronc. Mm-hmm. Fait que le trisuit en étant one piece, ben mes jambes ça fitait bien. Puis là ici je devenais allongée puis ça faisait que j'étais comme écrasée au niveau des épaules. Là je m'imaginais devoir juste courir ou nager avec ça puis j'étais comme non, ça le fera pas. Je le mets de côté. Il va falloir que j'en essaye d'autres puis que j'en trouve d'autres. Ouais. Mais même chose, là, c'est ça, il y en avait des pas de manches. Mm-hmm. Fait que là, je me dis peut-être que c'est sur ça qu'il va falloir que je me dirige pour avoir assez d'espace au niveau des épaules. Mais je sais qu'il y a des wetsuits aussi sans manches. Puis c'est ça, c'est de voir y a-t-il un avantage ou un désavantage avec ça. L'avantage, c'est vraiment le confort. Fait que la mobilité puis le confort. C'est jamais super froid dans les lacs quand on commence la saison. La plupart des courses commencent... Il y a quelques courses qui commencent début juin, mais la plupart, c'est vraiment là, vers la fin juin au Québec. Puis l'eau est déjà clémente. Là. C'est pas super froid. Moi, j'ai nagé début mai. L'eau était à 10 degrés Celsius. Puis j'avais mon wetsuit normal, j'avais des petits covers pour mes pieds. Puis j'étais vraiment quand même bien. Okay. C'était un choc un peu. Ouais. Mais à partir de maintenant, l'eau, elle va juste réchauffer. Ouais. Puis des fois, on n'a même pas vraiment besoin. Si on est un bon nageur, moi, les bons nageurs, je recommande de ne pas nécessairement aller directement vers un wetsuit pour un premier triathlon. Surtout si on est vraiment à l'aise en natation. Ouais. On n'en a pas peut-être besoin si l'eau est quand même assez chaude. Fait que le demi-Ironman, c'est 76 en Fahrenheit. Là. Ça, c'est la limite. Ah ouais? Oui, c'est quand même assez élevé. Okay. Fait que quelqu'un qui nage avec un wetsuit à cette température-là, ben, sur 2 km, va peut-être même surchauffer. Avoir chaud, OK. Fait que avoir un wetsuit pas de manche, c'est vraiment une excellente option. Puis, mais on a peur d'avoir froid. Oui. Mais j'ai plus peur d'avoir froid après sur le vélo parce que je vais être mouillée puis il va y avoir du vent. En fait, quand on sort de l'eau puis on a mis un wetsuit, on a chaud. Beaucoup plus chaud qu'on pense. Ouais. Mais oui, il faut quand même calculer quand on est sur vélo le facteur vent, la vitesse qu'on va rouler, puis la température. C'est vraiment important là, pour l'habillement. Puis sur ton 76 Fahrenheit que tu disais, ça, c'est la température maximale à laquelle ils vont, mettons, tolérer. En haut de ça, tu n'as pas le droit de wetsuit? Tu n'as pas le droit de wetsuit. Okay. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans des gros événements, ils vont dire aux gens, mettons, des fois, les gens, ils disent, ben moi, si j'ai pas de wetsuit, je nagerai pas, exemple. Fait qu'ils vont dire, ben vous pouvez nager avec un wetsuit, mais vous n'aurez pas de classement. Okay. Ça arrive. Okay. Fait qu'il y a des événements qui font ça. Oh wow. C'est pas tous les événements qui font ça, mais il y en a qui font ça. Mais encore là, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils paniquent parce qu'ils n'ont pas assez pratiqué. Le plus qu'on pratique, le plus que cet élément-là va même pas être un facteur. Puis, même si on a pratiqué, par contre, là, l'élément du gun de départ, la musique, l'hymne national, ça leur remonte le stress. Fait que être avec des gens qui sont relax, des personnes qui sont vétérans, se mettre à... C'est un nouvel athlète. Si tu es capable d'être avec un ami qui en a déjà fait, bien, cette personne-là, elle va réaliser que tu es comme des yeux comme gros comme ça, puis oh my God. Puis cette personne-là peut réussir à te calmer, t'sais.
Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! En fait, pour avoir une petite transition, je fais le triathlon de Magog, le sprint. Ouais. Puis, si je me trompe pas, le wetsuit n'est pas permis à Magog. Pas nécessairement. Mais Okay. ça arrive des années que c'est pas permis. Okay, c'est mais ça. encore là, ça dépend toujours de la température. De l'eau. Fait que quand on fait un sprint ou un olympique, la tolérance de la température est plus basse encore. Fait que c'est comme 72, c'est comme 21,7 Fahrenheit, Celsius. Fait qu'en haut de ça, ils disent, ben vous n'avez pas le droit de wetsuit. Puis vu que c'est la Fédération québécoise, ils sont vraiment stricts là-dessus. Fait que dès que la température n'est pas correcte, vous n'avez pas le droit de wetsuit. À Magog, effectivement, c'était au milieu de juillet. Ouais. Souvent, le wetsuit n'est pas permis. Fait que je vais C'est ça. Puis me même pratiquer les, avec et sans aussi, ça veut dire de Oui. de pas être... je me suis toujours pratiqué avec mon wetsuit, puis là, je l'ai pas. Ouais. Là, de me sentir mêlée aussi avec Ouais, ça. définitivement. C'est pour ça qu'en piscine, si vous êtes capable de nager, si tu es capable de nager, pas de wetsuit en piscine, mais il n'y a aucune raison que tu ne seras pas capable de nager, pas de wetsuit dans un lac. Ouais. Fait qu'encore là, c'est juste les points de repère puis pratiquer, c'est ça qui est important. Fait que, et puis il y a des mythes par rapport au. Il y a des espèces de shorts en néoprène qui existent. OK. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Ça flotte. Tu sais, dans le fond, tu n'as rien qui empêche la mobilité. Sauf que si le wetsuit n'est pas permis, les shorts ne sont pas permis non plus parce que c'est du néoprène. OK. Fait que, il faut aller juste avec le tri-suit. Le tri-suit à ce moment-là. Oui, exactement. Puis là, vous êtes vraiment chanceux parce que moi, j'étais à l'époque où le tri-suit n'existait pas. OK, fait que c'était quoi? Mon premier triathlon, on nageait avec un costume de bain, un speedo. Ouais. OK? Nageait avec un costume de bain. Pas de wetsuit. Wetsuit, c'était seulement pour les personnes qui faisaient de la planche à voile ou de la plongée. Fait qu'il n'y avait pas de wetsuit de triathlon. OK. Fait que là, on parle de 82, 83. Là. OK. Et puis, quand on sortait, il y avait des tentes pour se changer. OK. Fait que là, tu rentrais dans une tente puis tu t'habillais en cycliste. Ouais. Fait que là, tu mettais tes shorts, tu T'enlevais enlevais ton le costume de speedo. bain, tu mettais tes shorts de cycliste, ton jersey, puis là, tes souliers, puis là, après ça, tu allais à ton vélo dans la zone de transition, puis là, tu partais en vélo. Quand on revenait dans la tente, puis là, on mettait notre stock de course. Puis on suivait un magazine qui s'appelait Triathlete Magazine, qui sortait de la Californie, puis le magazine sortait à tous les 3 mois. OK? Mais à chaque fois que le magazine sortait, il y avait une nouvelle affaire qui sortait. New trend. Un new trend. Fait que mon prochain triathlon, le trend, c'était de se changer, pas dans la tente parce que ça prenait du temps, mais directement dans la zone de transition. OK. Fait que là, moi, le problème, c'est que j'étais un bon nageur. Fait que là, je sortais de l'eau en premier. Fait que là, on s'est dit, les 3-4 chums, là, let's go, on se change devant tout le monde dans la zone de transition. Fait que t'enlèves le costume de bain puis tu mets... Mais j'étais premier. Puis là, j'étais comme hyper gêné. Ben oui. Qu'est-ce que je fais? Puis les gens avaient entendu parler que ça se faisait. On l'a fait. Puis là, après ça, après la course, on s'est fait disqualifier. Puis 3 mois plus tard, un mois plus tard, il y a un autre magazine qui est sorti de la Californie. Puis finalement, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils faisaient la course au complet en speedo. Fait qu'ils se mettaient pas tout nus dans la zone de transition. On se mettait pas tout nu, mais on faisait notre natation dans un speedo. Puis là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de bas, surtout pas de bas. Ouais. Fait que vélo en speedo, puis course à pied en speedo. Même pas de mettre le bib par-dessus. Ça là. n'existait pas. On faisait pas ça. Fait que tu fais tout avec le... Tout avec le costume de bain. Oh, wow. Fait que là, on a fait ça pendant des années, là, entre 83 jusqu'à 90. OK. Avant que les gens commencent à avoir des petits tank tops. Ouais. Là, ils commencent à avoir des petits paddings dans le speedo encore. Ouais. Là, c'est dans le speedo. C'est l'origine du ouais, tri-suit. c'est là. ça. Puis éventuellement, le tri-suit est arrivé. Puis là, finalement, c'était parfait pour tout le monde. Mais finalement, c'est la réglementation qui arrivait. C'est qu'ils ne voulaient plus qu'on fasse le triathlon en chest. Ouais. Les filles commençaient à faire du triathlon. Puis ils disaient, moi, je ne veux plus faire ça juste en costume de bain. Moi, ça me prend du padding, blablabla. Fait que c'est le même, ça a évolué. Oh, wow. Mais ça a quand même pris une douzaine d'années avant qu'on voit les tri-suits. C'est pour ça que
moi, je viens de l'époque où c'était simple. Tu nageais, tu pédalais, tu courais. L'entraînement, c'est que tu faisais un triathlon tous les jours jusqu'à temps que tu fasses ton triathlon. Le monde pensait de même. Là, vu qu'on faisait un sport, on faisait un triathlon. Puis même que si tu faisais un olympique le samedi, une distance olympique, il y avait des différences bizarres dans ce temps-là. Mais la veille, tu faisais une distance olympique pour voir si tu étais capable de faire la distance olympique. Ah, wow. On n'avait aucune connaissance de ce que c'était l'entraînement. C'est ça. C'est plus un principe d'entraînement que de... Oui, puis vu que moi, je venais de la natation, le coaching natation, c'est vraiment très évolué par rapport à d'autres sports, là, les intervalles. Ça fait longtemps qu'on travaille avec ça. Puis là, je comprenais pas. J'ai dit, là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas de taper. C'est ça. Fait que... Mais c'était quand même simple. Ouais. Fait qu'on nageait, on pédalait, puis on courait, puis on n'avait pas de technologie. Puis là, tu dis tantôt que ça peut devenir facilement compliqué avec les outils. Puis je suis 100% là-dedans en ce moment. Ouais. Power meter, le Garmin, le ci, le ça, là, je regarde, puis je veux essayer de me laisser... je me laisse tenter par tout, en fait. J'ai envie de tout avoir. Puis je vais dire merci à ma collègue Christina qui me ramène les pieds sur terre puis qui me dit... Pourquoi tu as besoin de ça ou prends ça à la place, c'est plus simple, tu l'as déjà, prends telle application sur ton téléphone. Fait que, elle m'aide à me rationaliser un petit peu parce que sinon, c'est un puits sans fin, toutes les dépenses qu'on peut aller faire là-dedans. Mais mettons, si tu as un outil, une partie de technologie à recommander à quelqu'un encore là qui commence ou même quelqu'un qui en fait, une chose le plus importante pour toi, ça serait quoi? Mais s'il y a une technologie, moi, j'irais avec la montre, avec une montre qui fait les 3 sports. Garmin, c'est quelque chose en termes de modèles. Là. Ils ont comme 28 000 modèles différents qui font toutes la même chose. Fait que c'est sûr que j'y vais avec mon budget, j'achète la meilleure montre possible que je peux avoir. Qui fait en sorte que, je veux dire, j'aurais jamais de problème par rapport à le comptage de longueur. Le vélo, ben là, tu n'as pas besoin d'avoir un odomètre avec un montre Garmin. Moi, j'ai pas d'odomètre sur mon vélo. Moi, j'utilise ma montre pour me donner la vitesse, des choses comme ça. J'ai pas de power, je regarde pas ça. Fait que j'ai ça, puis quand je cours, ben là, ma montre est encore sur mon poignet. Fait que c'est le fun parce qu'on peut voir notre évolution de progression. Parce qu'une affaire qui est le fun à voir, c'est que, OK, je fais tout l'entraînement, puis là, j'ai comme du feedback automatique qui me dit, ben là, il y a une progression qui se fait. J'aime bien le lien avec Strava. Parce que Strava, c'est pas pour la comparaison aux autres, c'est vraiment pour dire, ben il te dit, OK, ben tu as une progression dans tel segment, tu as amélioré ton meilleur temps à telle distance, puis tu vois comme il y a une évolution, puis il y a quand même des courbes qui sont intéressantes qu'on peut voir. Puis il y a même du AI coaching un peu, là. Il y a comme un petit peu de feedback. C'est sûr que Strava sont extrêmement positifs. Là. Peu importe ce que tu fais, tu es vraiment bon ou bonne. Garmin sont un peu plus resting bitch face. Oui, c'est vrai que c'est... tu fais un non training, productif, exact, ça dit que bouger, c'est ça. On dirait détériore. Je suis en train de courir, puis ça dit que ça... Garmin, je compare ça à moi quand je suis le coach grincheux, là, qui est jamais impressionné par rien. Je peux être comme ça. Mais aussi, le côté Strava, c'est toujours hyper positif. C'est comme quasiment tout. Pom-pom girl. C'est ça. Yeah! C'est quasiment too much. Mais je trouve que la montre, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même intéressant parce qu'en plus de ça, avec des applications que les coachs utilisent comme Training Peaks, il y en a d'autres aussi, ben là, on peut faire en sorte que l'entraînement va directement dans ta montre. Oui, c'est pratique. Ça, c'est cool. Tu sais, fait qu'il y a l'entraînement de natation, l'entraînement de vélo aussi, ça rentre. Si tu peux relier avec ça, avec ton power meter, si tu veux vraiment. Mais c'est quand même intéressant. Puis, honnêtement, dans la première année, j'irais jamais plus que ça. J'irais pas avec du heart rate, j'irais pas avec du power meter. J'irais vraiment base parce qu'on peut se noyer vraiment carrément dans la technologie. Puis finalement, on oublie la base, c'est que c'est l'effort ressenti qui est le plus important. Je vais te donner un exemple. Fait que là, est-ce que tu as une idée combien de temps que ça va te prendre pour ton demi-Ironman? Ben, j'ai un objectif optimiste, puis un objectif... conservateur. C'est ça, je voulais pas dire pessimiste parce que c'est pas pessimiste. Conservateur, c'est le bon mot. Fait que, entre
6 et 7 heures. C'est OK. mon... Puis ça, c'est un peu... c'est ça, le 6, c'est pas de vent d'en face, s'il pleut pas, tu sais, tout va bien. Puis là, je me donne une marge d'erreur, mettons, jusqu'à 7 heures. Puis Parfait. même si c'est plus, je veux dire... Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a mal été. J'ai peut-être eu 2 flats, puis je veux dire, il y a des choses qu'on contrôle pas, mais je dirais OK. 6-7 heures. Fait qu'à la base, ça va te prendre, tu peux dire, au pire, 7 heures. Ouais. Fait que là, il faut que tu prépares ton corps avec les signaux pour dire, Gabriel, tu t'en vas pour 7 heures. Ouais. OK? Juste en envoyant ce message-là à ton corps, le corps, il absorbe cette information-là. Il va dire, OK, là, je comprends, là, on s'en va pour 7 heures. Le corps va régler ton effort uniquement à cause de cette information-là. Mm-hmm. Si tu commences à dire, ben là, moi, je vais arriver à telle moitié de la nage avant tel temps, je vais regarder ma montre pendant que je nage en passant à ne jamais faire. Là. Non, tu fais pas ça. Après ça, je vais sortir de l'eau, je devrais sortir en tel temps. Là, après ça, je vais faire ma transition. Tu t'amènes... C'est le fun d'avoir des segments. C'est de couper l'épreuve en plusieurs morceaux, des petits objectifs. Ça, c'est excellent. Mais pour savoir l'effort qu'on va être obligé de déployer, on veut savoir combien de temps que ça va prendre. Ouais. Fait que la première question, c'est souvent ça. J'ai dit, as-tu un objectif? Fait que tu viens juste de dire, ben moi, entre 6 et 7 heures, je serais satisfait. Là, après ça, la deuxième affaire, c'est que, OK, mais qu'est-ce qui t'amène entre 6 et 7 heures? Pourquoi 6 et 7 heures? J'ai décortiqué ma nage, mon vélo. Fait que tu t'es donné un objectif pour la nage qui était de, à peu près... 40 minutes. Bon, parfait. Tu t'es donné un objectif pour le vélo qui est à peu près... 3 heures si tout va très bien. Fait qu'un 30 km/h. Ouais, c'est comme mon gros challenge. OK, fait qu'on est rendu à 3h40. 3h40. Après ça, on arrive à la course à pied. Ouais. 2 heures, je vais être contente, mais mettons à 6 minutes du kilo, 2h12, là, qui serait 2h12. comme... Fait que 2 heures, ben là, on fait 2 heures plus le 3 heures plus les 40 minutes. On arrive à 5 heures et 40 minutes. Ouais. Là, on ajoute les transitions. Exactement. On peut ajouter, mettons, un 10 minutes. Fait que tu es à 5h50. OK? Ouais. Ça, c'est comme... Fait que dans le fond, ton 6 heures, c'était vraiment comme l'optimiste. Exact. Okay? Parfait. Tout va bien. Excellent. Fait que là, au moins, t'as une balise. Ouais. OK? Fait que tu es en train de faire ton vélo, puis tu sais qu'il faut que tu maintiennes à peu près 30 km/h si tu veux réussir cet objectif-là. Moi, qu'est-ce que je dis aux gens, là, c'est que ça commence, l'espèce de... comment qu'on veut gérer notre course commence vraiment au vélo. La natation, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut, tout dépendant de notre niveau. Fait que si ton niveau n'est pas très, très élevé, puis c'est comme la pire chose pour toi, bien, toi, tu veux être bien. La plupart des triathlètes, 95%, je dirais, ils veulent sortir de l'eau pas trop fatigués. Ouais. OK? C'est pour ça que l'entraînement est vraiment important. Aller dans l'eau libre, c'est vraiment important. Savoir c'est quoi l'effort ressenti que je vais avoir pour le temps que ça va durer, mettons, 40 minutes. Là, quand je sors de l'eau, je suis sur le vélo. OK? Puis là, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que là, tu n'as pas de technologie. Fait que là, tu as juste ta montre, tu n'as pas de power meter, parfait. Fait que là, ça se peut qu'ils vendent, ça se peut qu'ils vendent dans le dos, vendent en face. Moi, je dis au monde, mets ta montre sur la moyenne de vitesse pour tout le vélo au complet. Fait qu'exemple, là, tu dis, OK, mais 3 heures, c'est 30 km/h. Je vais mettre ma montre, ou ce que tu vas l'ajouter sur ton vélo. Mais qu'est-ce que je vais voir? C'est seulement la vitesse moyenne tout au long de la course. Fait qu'il n'y aurait pas de vitesse live. Ouais. OK? Parce que c'est tentant. Là, on part, tout d'un coup, on roule à 41 km/h. Tu dis, oh my God, ça va bien, mon affaire. J'ai fait mon premier 30 km en même moins d'une heure. Là, on commence à faire des calculs. Oh, si je continue à rouler cette vitesse-là, je vais faire un temps. Mais si, en mettant ça à 30 km/h, là, on dit, OK, ben là, je garde ça là-dessus. Puis ça ne va pas bouger beaucoup. Mettons, ça va être à 29,9, 29,8, 30,1, 30,2. Ça ne bougera pas beaucoup. Ouais. Puis on ne sera pas tout le temps en train de regarder notre montre, notre odomètre pour voir à quelle vitesse qu'on a. Ouais. Puis là, la valeur ressentie, elle va être plus claire. C'est vrai. OK? Puis après ça, mais ça va être la même affaire que pour la course. Quand on va arriver à la course, tu dis, OK, mais je veux faire à peu près 2h12. Là, je pars mon affaire, je suis tout excité, j'ai fait des high-fives à toute ma famille. Puis là, je commence à rouler, puis je vois 5h10. 5 minutes 10 du kilomètre. OK, là, calme-toi. Là. C'est sûr que tu ne vas pas 1h45 pour ton demi. On se calme, on retourne à l'objectif initial.
Ça, c'est une bonne façon de gérer notre effort. OK? Ouais. Mais il faut qu'on sache à l'entraînement, je suis-tu vraiment capable de faire ça? Oui. Si à l'entraînement, tu n'as jamais roulé 30 km/h sur aucune sortie d'endurance, ben donne-toi pas un objectif de 30 km/h de moyenne. Non, c'est ça. Il faut que ça soit réaliste aussi. Il faut que ça soit réaliste. Parce que le corps... ça, c'est une des affaires que je demande aux athlètes, d'avoir un objectif clair. Puis la seule raison, c'est de dire, est-ce que tu es honnête avec ton objectif? Fait que quelqu'un qui me dit, moi, je veux juste finir. OK, fait que la limite, c'est 8h30 minutes. OK. OK, ça, c'est le cut-off. Good to know, mais 8h30 j'espère ne pas me rendre C'est là. 1h10 pour la natation. OK. Il donne une certaine heure pour finir le vélo, mais en tout, c'est 8h30 minutes. Moi, j'ai déjà eu un athlète qui a fait 8h29 minutes et 58 secondes. OK? Wow. Fait qu'elle avait fini dans le cut-off. Fait que là, je demande à l'athlète, OK, fait que 8h29 minutes, tu serais satisfaite? OK, non. OK, ben d'abord, tu veux pas juste finir. Ouais, OK, correct. Ben, tu as une idée de ton temps. Ben, mon ami a déjà fait en bas de 5 heures. Elle dit, j'aimerais ça faire ça. OK, bon, mais en bas de 5 heures, voici qu'est-ce que ça prend. OK, là, non, je suis pas capable de faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important que le cerveau puis le corps soient ensemble dans l'objectif. Ouais. Okay? Ben, je comprends ce que tu dis aussi. Si tu dis à ton corps, je m'en vais pour 7 heures ou hey, je m'en vais nager 40 minutes, ben, je vais peut-être aller, entre guillemets, all out dans mon 40 minutes parce que c'est juste un 40 minutes de nage. Puis après ça, hey, je m'en vais. Fait que là, je sprint dans ma transition parce que j'ai juste un 5 minutes là. Là, sur le vélo, je vais aller plus vite parce que c'est ça, je me pace pas dans le fond. Je le vois comme plein d'efforts maximaux, mais c'est pas ça. Ouais. C'est l'ensemble de l'œuvre là, qu'il faut. Oui, c'est ça qu'on dit aux trail runners, ceux-là qui courent des 100 000. Les 100 000, c'est long, c'est une longue journée. Là. Ouais. Fait que tu t'en vas pour 24 heures, tu t'en vas pour 30 heures. Mais la première heure, tu n'es pas en train de monter la côte là, comme à fond la caisse parce que tu n'as pour 30 heures. Fait que c'est la même chose pour le triathlète. C'est vraiment à peu près dire combien tu penses que ça va te prendre pour le tout. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile à autogérer. L'autre affaire qui va arriver, c'est que tu vas avoir des amis qui te connaissent, qui des fois, ils ont déjà fait le sport, qui n'ont pas fait le sport. Ah, toi, Gabriel, là, tu vas clencher ça. Là. Je dis, en tout cas, là, tu vas être la meilleure. Hey, elle, là, elle a déjà fait tel temps, c'est sûr que tu es capable de faire mieux qu'elle. Puis là, tu commences à builder ton anxiété. À me comparer. Puis te comparer. Puis là, tout d'un coup, là, tu commences à rêver à quelque chose de mieux. Ah, mais finalement, Gabriel, 6 heures, c'est encore ton objectif optimiste. Oh non, là, non, je pense que si tout va bien, là, 5h40, ça va être possible. OK, fait que ça, c'est un nouvel objectif. Ben oui, je m'entraîne avec quelqu'un qui a déjà fait ça. Fait qu'on est comme vraiment pareil. Puis, fait que là, c'est ça que j'appelle des mauvais signaux. Oui, OK. Ouais. Fait que de rester comme un peu true to yourself, puis les bons c'est quoi tes objectifs, puis je veux dire, peut-être que si je commence à avoir des stats de fou dans mon training, là, peut-être, mais ça va être moi par rapport à moi et non par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vraiment important parce que là, j'ai un athlète que lui, au début, c'était un homme de 61 ans. Il voulait faire le marathon. Il n'avait jamais fait de marathon avant. C'était un bon coureur. Puis son premier objectif, c'est moi, je veux faire le 3h50 qui est comme le temps pour le Boston. Parfait. Fait que je dis, OK, parfait, on compare avec ça. Moi, je dis rien. Tu sais, je commence à courir, puis tout ça, puis je vois qu'il court vraiment bien, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il fait une long run, puis je dis, tu sais, que si tu avais continué quelques kilomètres, tu faisais comme 3h30. Il dit, mais je veux rester dans mon objectif de 3h50. Bien, j'ai dit, le seul problème avec ça, c'est que tu vas te ralentir, puis des fois, te ralentir, c'est pire. Tu vas... Fait que là, j'ai dit, moi, je te le dis, là, j'ai dit, par rapport à tout ce que tu fais, puis je veux pas te mettre la pression. 3h50, c'est juste trop lent. Fait que là, j'ai donné une balise comme toi, tu viens juste de faire. J'ai dit, le mieux que tu pourrais faire, c'est 3h10. Le pire, c'est vraiment 3h25. Puis c'est comme un 15 minutes de marge. Puis moi, j'ai dit, la première moitié part pour le 3h25. Il y a des lapins dans des... J'ai dit, y a tout ça dans les Ironman aussi? Il n'y a pas de lapin dans les Ironman. Okay. Il y a seulement ça dans les gros marathons. Okay. Fait qu'il y a un lapin. Je dis, là, tu vas être avec le lapin de 3h25. Puis à un moment donné, tu vas accélérer à la fin. Puis tu vas être bien. T'es-tu à l'aise avec le lapin de 3h25? Ah, il dit, c'est sûr. J'ai dit, là, j'y donne le temps de moyenne. Puis il dit, ouais, c'est sûr que je fais ça facilement. Parfait. Mais ça, c'est juste pour que le cerveau et le corps soient ensemble.
OK? Puis c'est vraiment important. Si tout d'un coup, tu te mets à rouler 35 km/h de moyenne sur une base régulière, puis tu es vraiment, tu sais, comme de plus en plus forte dans la progression de ton entraînement, bien, ce serait un peu ridicule de te ralentir juste pour ça. Tu sais. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup le range. Puis j'adore ton range d'une heure. Ça donne une bonne marge. Souvent, les mondes ont une range de 15 minutes. Puis je dis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu commences à réaliser que tu ne feras même pas ton conservateur. Ça te joue dans la tête, ça. Les gens, souvent, vont abandonner ou ils vont ralentir. Leur attitude va être mauvaise. Ils vont commencer à chialer. « Ah, c'est pas une bonne journée pour ça. » Puis je leur dis tout le temps, je dis, quand tu t'es inscrit, là, c'était-tu excitant de t'inscrire? Oui, quand même, oui. C'est ça. Fait que là, pourquoi te mettre une pression X, puis pourquoi pas aimer ta première expérience? Parce que il n'y a jamais meilleur que la première expérience. Ah ouais, c'est ton... Non, la première expérience, tu ne peux pas avoir une deuxième première expérience. Il faut que la première expérience, ce soit vraiment un défi, c'est une découverte. Ça ne veut pas dire que c'est le fun tout le long. C'est le monde qui disent, ben j'aimerais ça finir avec le sourire. Tu vas juste finir le sourire si ça va vraiment bien. Parce que si ça va pas bien, tu finiras pas avec le sourire. Fait qu'avoir cet objectif-là, c'est le fun, mais il faut que ton entraînement va avec. J'ai un patient qui m'a dit, je te garantis que ça sera pas ton dernier. Il dit, ça que tu vas vouloir refaire un autre demi ou tu vas te lancer dans le full. Parce qu'il dit, il y a tellement de choses qui peuvent, mettons, mal se passer, qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui va mal aller, que tu vas vouloir y retourner, puis un peu te montrer à toi-même que, OK, ça a peut-être mal été cette fois-là, j'ai appris de cette erreur-là ou de puis là, d'aller faire encore mieux après. Fait que je me suis fait challenge, là, si je peux dire, à suivre si ça va arriver. Mais... Ben oui, mais ça dépend de la personne parce que encore là, ça dépend de tes antécédents. Est-ce que tu as déjà fait la compétition de d'autres sports quand tu étais plus jeune? Moi, j'étais une joueuse de soccer. OK, tu es une joueuse de soccer. Fait que est-ce que tu étais compétitive? Quand même. OK. Fait que si tu avais l'âme compétitive, ben c'est sûr que tu ne seras jamais satisfaite peu importe qu'est-ce qui va arriver avec la première fois. Parce que tu dis, OK, là, j'ai fait ma première fois. C'est quelqu'un qui dit, ah, puis t'es-tu ça? Ben oui, mais tu vas avoir une liste de mais. J'aurais pu, si j'avais. Ben ça, c'est correct. C'est, dans le fond, c'est l'athlète qui réévalue son entraînement, qui réévalue sa stratégie, comment ça s'est passé, son expérience. Puis après ça, automatiquement, on dit, ben la prochaine fois, je vais faire telle chose. Je trouve que c'est une erreur monumentale de seulement augmenter la distance à chaque fois. C'est comme si tu disais, ben on va faire des matchs de soccer de 90 minutes, 2 demi de 45, mais à partir de maintenant, on va faire 2 demi de 1 heure. Parce que ça va être plus long, dans le fond, ça va être meilleur. Ben, non, je veux dire, c'est correct que ce soit 2 fois 45 minutes. C'est comme dire aux Olympiens qui font juste la distance olympique que c'est pas des vrais athlètes parce qu'ils sont pas en train d'augmenter la distance. C'est comme un automatisme chez les gens qui font des défis. Quand j'ai fait un 5 km de course, ben il faut que je fasse un 10. C'est vrai. Il faut que la prochaine, ce soit un 10. Il n'y a pas de faux. OK? Tu peux passer bien des années à juste vouloir améliorer ton temps. C'est vrai. Qu'est-ce que je suggère aux plus jeunes? Tu as quel âge? 31. 31. Fait que tu es encore assez jeune pour que ta progression elle soit vraiment... Tu vas chercher une amélioration. Puis, qu'est-ce que je dis aux gens qui font une longue distance? C'est que, OK, j'aimerais ça améliorer mon temps, mais la meilleure chose, c'est d'améliorer ta vitesse. C'est peut-être de descendre dans des sprints puis des olympiques pour améliorer ta tolérance de douleur. Parce que si tu vas en plus long, ben, c'est juste plus lent. C'est ça. Fait que c'est pas pour rien que tous les meilleurs athlètes à les longues distances au monde sont partis tous avec du olympique. Ils ont rarement 20 ans aussi, là. Oui, exactement. C'est du 30, du 32, du 35, du 40. Fait que, parce qu'ils ont un bagage de compétition, puis d'événements, puis d'entraînement dans leur corps, puis ils vont augmenter la distance. Les marathoniens, les meilleurs marathoniens au monde, ils viennent de la piste. Ils ont fait du 1500, ils ont fait du 3000 mètres, ils ont fait du 5000 mètres. Ils ne sont pas dit, OK, le premier, c'est un marathon, puis ils vont juste essayer d'améliorer leur marathon. Fait que, ils arrivent seulement dans les plus longues distances quand ils sentent les plus courtes distances, ils ont maximisé leur potentiel. C'est là qu'ils font le switch. Puis les amateurs... on fait pas ça. Tu commences tout de suite avec the biggest, the longest possible. Tu sais. C'est vrai. Puis, mettons, parlant justement d'entraînement,
quelqu'un qui commence ou qui a, mettons, un petit bagage en termes d'heures d'entraînement par semaine? Ouais. Qu'est-ce qui est recommandé Ouais. parce qu'on dirait que je veux en faire juste assez pour me bâtir un volume, pas me blesser, puis m'améliorer. En même temps, il y a d'autres choses dans la vie, là, dans le sens que je fais pas juste ça. Fait que combien d'heures est-ce que c'est, selon toi, je veux dire, raisonnable de mettre, considérant aussi que c'est variable. Tu as les phases de build-up un peu où tu en fais peut-être un peu plus. Évidemment, taper, tu en fais moins, mais ouais, as-tu un chiffre ou une recommandation? Oui. Fait que, encore là, ça dépend des objectifs, mais mettons que je parlais à quelqu'un qui disait, moi, c'est la première fois, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux faire le premier demi-Ironman, exemple. Puis là, j'espère qu'ils se sont entraînés un petit peu avant, qu'ils ne sont pas de couch à demi. Non, c'est ça. OK? Fait que c'est ça que je m'attends, parce qu'il y a quand même une petite base d'entraînement que c'est fait. Mais je dis, bien, le pire que tu devrais faire, c'est la distance que tu as à faire pour le demi-Ironman par semaine. Fait que je te donne un exemple. Mm-hmm. C'est 1,9 km de nage. Ouais. Ben ça, c'est une séance de nage. Ouais. OK? Tu fais une séance de nage de 45 minutes à 1 heure, puis tu as fait ton 1900 mètres. Si tu n'as pas le temps de faire des intervalles, tu n'as pas un coach, mais tu fais ta distance. Ça, c'est le minimum. Strict minimum. Okay. Tu sors en vélo pour que tu fasses 90 km par semaine. C'est 3 sorties de 30, 2 sorties de 45, une sortie de 90. OK? Puis tu fais 21,1 km de course à pied par semaine. Okay. Là, tu peux voir facilement qu'il y a quelque chose de raisonnable qui peut se faire. Fait que tu peux faire une nage, 3 sorties de vélo, puis 3 sorties de course de 7 km. Là, tu dis, OK, mais là, c'est pas tant d'heures que ça. Non, c'est à peu près entre 6 et 7 heures d'entraînement par semaine. OK? Fait que là, tu te dis, OK, mais 6 et 7 heures d'entraînement par semaine, c'est quand même des heures. Ben oui, c'est à peu près 1 heure par jour. Ouais. On dirait que ça a été dans mes challenges au début. Je réalisais pas à quel point, justement, de le faire à tous les jours puis d'accumuler 6 à 7 heures, ça se fait pas nécessairement en claquant des doigts. OK, go. Fait que c'est... Non, parce que toi, joueuse de soccer, peut-être que la plupart de l'année, tu avais peut-être 2 ou 3 pratiques par semaine. Ouais. Tu sais, puis avec un match. Puis dans les saisons où tu avais beaucoup de matchs, ben peut-être tu avais 1 ou 2 pratiques par semaine. Ben, peut-être c'était en tout 4-5 heures par semaine. Tu sais, là, tu avais probablement la musculation, d'autres choses. Tout dépendant du niveau. Mais quand on fait juste la course, exemple, fait que là, quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon, ben 7 heures par semaine, c'est quand même 70 km par semaine. Ouais. C'est quand même beaucoup de temps. Hein? Quelqu'un qui fait juste nager 7 heures par semaine, ben c'est wow, OK, c'est quelque chose. C'est pour ça que l'affaire avec le triathlon, c'est que vu qu'il y a 3 sports, on voudrait être excellent dans les 3 sports. Mais j'ai toujours appelé le sport de triathlon un sport de compromis. C'est un peu comme le golf. T'as-tu déjà joué au golf? Non, je suis pas une très bonne golfeuse, non. Ben, le golf, les gens qui ont déjà joué au golf vont savoir, c'est que des fois, tes bois, ça va bien aller. Ouais. Des fois, ça va être les cocheurs qui vont bien aller. Des fois, c'est le putting. Mais c'est vraiment dur que les 3 fonctionnent vraiment bien ensemble. Parce que le temps que tu as pour pratiquer est limité, puis tu peux pas pratiquer tout en même temps. Le triathlon, c'est un peu ça. C'est vraiment difficile d'entraîner les 3 sports également avec la même demande d'énergie et de temps pour réussir. Okay? Les professionnels vont faire ça. Les professionnels vont nager une douzaine d'heures par semaine. Ils vont pédaler peut-être 20 à 30 heures par semaine, puis ils vont ajouter de la course à pied par-dessus ça. C'est comme une job à temps plein. Oui, des grosses semaines. OK, c'est des grosses semaines. Donc, nous, les amateurs, si on se contente de faire notre distance à chaque semaine, pour à peu près une douzaine de semaines avant notre événement, c'est déjà très bien. Ouais. Là, après ça, c'est juste tout ce qu'on va ajouter par-dessus, mais on va ajouter des intervalles, on va ajouter du tempo training. Il y a 3 types d'entraînement. Il y a l'entraînement en intervalle, fait que c'est des efforts courts avec un bon repos pour essayer d'aller chercher de la vitesse. Ouais. Puis court, on parle de 30 secondes, 1 minute ou genre 4-5 minutes? Ou... Bien, c'est à peu près, mettons, si on fait des intervalles de course à pied en l'entour d'une piste, mais entre 100 mètres et 800 mètres, avec à peu près égal comme repos ou un petit peu moins de repos. Mais qu'est-ce que je veux juste dire, c'est que on est en train de courir plus vite que l'événement qu'on veut faire. Oui, ben oui, il faut. Fait qu'exemple, si je veux faire le 21.1, bien, quand je fais mon entraînement d'intervalle, si je cours juste un petit peu plus vite que mon 21.1, c'est déjà un entraînement d'intensité.
Ouais. OK? Pas obligé de courir à la vitesse d'un 5 km ou moins que ça. Ouais. On veut courir juste un petit peu plus vite. Après ça, tu as l'entraînement de tempo ou le race pace. Puis ça, c'est on veut courir à peu près à la vitesse qu'on veut maintenir. Simplement dit, c'est comme ça. Si on fait des répétitions pour nous amener à faire la vitesse qu'on veut courir à un demi-marathon à l'entraînement. Puis après ça, il y a la longue où ce qu'on court plus lent. Fait qu'on court plus vite, on court égal, on court plus lent. C'est la même chose pour les 3 sports. Ouais. OK? Fait que les 3 sports, on veut faire à peu près ça. Si je vais juste nager une fois par semaine, ben je vais aller dans un bain libre, je vais faire mes longueurs, puis je vais être vraiment bonne ou bon à faire la distance que je vais faire. Si je surdose un peu de temps en temps, je vais dépasser ma distance, ça donne beaucoup de confiance. Fait que quelqu'un qui dit, ben je m'en vais faire un 90 km, fais donc une couple de fois 100 km. OK? Fait que notre perspective, elle dit, ben OK, ben j'ai déjà fait 3 fois 100 km, 90, c'est pas dur. Oui, c'est Bon. vrai que perspective, comme tu dis, c'est le lien avec le mental aussi, puis le corps, là, ça rejoint ce que tu disais tantôt. Exactement. Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut ajouter des éléments d'enchaînement. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très négligé chez même les athlètes d'expérience. Faire du vélo puis courir tout de suite après le vélo, c'est quelque chose de négligé. Souvent, l'athlète, il va dire, ben oui, j'ai fait une brick, on appelle ça une brick. Ouais. OK? Fait que là, j'ai fait mon vélo. Là, après ça, je suis arrivé chez nous, j'ai mis mon vélo dans le garage, je suis allé prendre un verre d'eau, blablabla, j'ai pris 5-10 minutes, puis je suis allé courir après. C'est ça que j'ai fait hier. Okay. Mais je ne l'ai pas appelé, c'était pas dans un objectif de brick. Mais c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que ça, c'est pas une brick, parce que la raison de la brick, c'est qu'on veut... Qu'est-ce qui arrive, c'est que... Pourquoi ça s'appelle brick, premièrement? Ouais. C'est qu'on commence à courir, puis nos jambes sont lourdes comme des bricks. Ah, voilà. C'est le même qu'ils l'ont appelé. OK? OK. Le plus que tu vas faire ce genre d'enchaînement-là, le plus que le vélo-course devient un sport. OK. En fait, il n'y a aucune différence entre pédaler et courir. On fait juste continuer notre cardio, on continue à respirer normalement, on passe d'un sport à l'autre comme si rien n'était. OK? La seule façon que ça peut faire, c'est de le faire souvent. Pourquoi? Parce que le cerveau envoie des signaux. Fait que le cerveau est en train de dire « Ah, on pédale! Yes, sir, on pédale! Youhou! » Là, je débarquais du vélo, j'ai dit « What the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. » J'ai dit « On court! » Ouais. Non, moi, je veux pas courir. Là. Fait que là, il envoie des signaux pour dire « Wow, non, on veut pas ça. » Là, quand le cerveau commence à réaliser « OK, il fait souvent ça, là. » Bon, ben OK, j'envoie les bons signaux. Fait qu'il envoie les bons signaux pour changer le groupe musculaire pour que ça s'enchaîne facilement. OK. Qu'est-ce que les triathlètes négligent quasiment à 100%? C'est la nage vélo. Ouais. OK? C'est pas pratique. C'est Ouais. pas pratique. Je dis, quand est-ce qu'on peut nager puis tout de suite pédaler après? C'est vraiment assez rare. C'est vrai. Tu sais, mettre notre vélo. Mettons, on va à la piscine. Je dis, OK, je vais aller à la piscine puis je vais aller faire du vélo après. Parfait. Tu es allé dans un bain libre, ton vélo est dans la voiture. Il n'est pas dehors il n'est pas sur le mur de la piscine municipale en train de t'attendre que tu sortes de l'eau. Là. OK? Fait que là, il y a eu un délai entre la façon de te nager et tu es parti à pédaler. Ouais, mais j'ai pas pris beaucoup de temps, 10-15 minutes. C'est pas ça le problème. C'est que quand on sort de l'eau, premièrement, on est horizontal. Puis là, tout d'un coup, on est assis sur un vélo. Fait que ça, déjà là, le cerveau, il comprend pas. Puis, l'autre affaire, c'est que le cardio, là, il est souvent dans le tapis. Fait qu'on sort de l'eau, là, puis il y a vraiment comme le niveau cardiovasculaire, il lève beaucoup. Parce que là, on vient juste lever. On est parti à courir pour aller à la zone de transition. Ouais. Donc, les pulsations sont très élevées. Là, j'arrive au vélo, puis là, l'enchaînement, je suis mouillé, mes pieds sont mouillés, la sensation est bizarre. Quand on n'a jamais vécu ça, la première fois, on ne sait pas comment dealer avec. Puis souvent, la première fois que les gens le dealent avec, c'est dans un événement. Donc, j'invite les gens d'essayer de trouver une façon pour que ça se fait. Notre club, le Club Orange, on fait souvent des entraînements soit à Jean-Drapeau, ou on fait des entraînements à Domaine-Rouville, qui est un camping, qui est un lac artificiel. Fait que, puis on peut mettre les vélos sur les tables de pique-nique, à côté des tables de pique-nique. En sortant de l'eau, on peut partir en vélo, puis ça se fait bien. T'sais. Fait que ça, ce genre d'entraînement-là, on peut le faire quand même de temps en temps.
Puis un temps raisonnable, c'est comme un 2-3 minutes max? Ouais, mais les plus longues transitions qu'on a en triathlon, c'est à peu près 6 minutes. Okay. Ça, c'est les plus longues entre natation puis vélo, là, c'est à peu près 6 minutes. Okay. Fait que si on prend un 5 minutes entre les deux, c'est déjà très bon. Okay. Le moins de temps possible, c'est la meilleure ça. chose. C'est Okay. la meilleure chose. Fait que, ouais, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut pratiquer dans notre... Fait qu'il faut l'inclure dans notre programme d'entraînement. Puis le plus qu'on approche l'événement, le plus que ces choses-là deviennent spécifiques puis importantes. Ouais. Fait que qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais m'habiller? Ouais. Qu'est-ce que je vais manger? Toute la pratique. Oui, c'est ça. On sort de l'eau, puis notre nutritionniste, elle nous a donné tous les éléments pour manger. On n'a jamais pratiqué ça. On a sorti de l'eau. On a eu de l'eau du lac dans le corps. On a envalé de l'eau parce que le monde ne savent pas, mais ils envalent beaucoup plus d'eau qu'on pense. Puis là, tout d'un coup, tu envoies des gels puis des affaires de même dans un ventre qui n'a jamais eu de l'eau du lac. Tu n'as jamais testé ça. Puis là, tout d'un coup, tu réalises, hey, pourtant, je mange tout le temps ça, puis ça a toujours bien été. Oui, mais t'as-tu déjà ajouté ça après d'avoir fait le lac? Fait que ça, c'est un élément à pratiquer. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. J'ai eu un épisode avec une nutritionniste, puis c'est ça, le mot pratiquer, ça revient tellement souvent. C'est quand même important de, un peu comme tu dis, pratiquer les briques. Je pense que c'est ça qui des fois, le monde, ils prennent pour acquis un peu des éléments. Puis dans les... j'ai commencé à recevoir des conseils de personnes autour de moi, personnes à la clinique qui font des triathlons. Puis dans les conseils que j'ai reçus, c'était brick, justement. Ouais. Puis même de faire t'embarques sur ton vélo, tu fais une loupe, tu vas courir un kilomètre ou deux, tu reviens, tu embarques sur ton vélo, vraiment de faire des back and forth comme ça avec les deux sports. On m'a recommandé quelque chose que tu as dit, qui je pense qui est quand même peut-être non négligeable, mais important, de l'horizontale dans l'eau à la verticale. Mm-hmm. Tes derniers 100 mètres, 200 mètres dans la piscine, dans le lac, dans le fond, c'est calme-toi. Prends ça relax. Fais pas un sprint jusqu'à la fin parce que tu vas tranquillement devoir te lever. Puis il y a plein de monde qui se lève, puis c'est ça qui sont un peu tout étourdis. Fait que c'est comme les petits avertissements qu'on m'a donné. Utilise tes jambes. Fait que dans les derniers 2 minutes à peu près, 1 minute ou 2 avant de sortir de l'eau, utilise les jambes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est horizontal puis on n'a pas beaucoup utilisé nos jambes. Ouais. Puis tout d'un coup, le sang, il baisse vers les jambes. Si on utilise les jambes un petit peu avant, là, les jambes vont solliciter du sang. OK, puis l'oxygène. En fond, ils vont solliciter de l'oxygène qui vient avec le sang. Ouais. Puis là, quand on va se lever, mais il y a comme un balancement qui s'est fait. Ouais. OK? Fait que ça peut aider. Moins grande comme, mettons, chute de pression ou vu qu'il y a déjà une activation au niveau des jambes. C'est très personnel parce qu'il y a des gens qui vont jamais vivre ça, puis il y a des gens qui vont vivre ça quasiment à chaque fois. Fait qu'il faut se connaître, mais tu peux pas le savoir si tu l'as jamais pratiqué. Non, c'est ça. Fait que ça a été dans mes bons conseils. Quoi d'autre? Transition de prendre ça comme relax. Okay. C'est pas là ta course, mettons. Imagine, tu places ton bas avec un petit pli tout croche parce que tu as voulu aller vite, mais là, tu cours un demi avec ton bas qui t'irrite le pied puis qui te fait mal. Fait que juste de comme prendre pas 20 minutes dans ta transition, mais de pas essayer de rush non plus trop. Fait que de prendre des bonnes respirations parce que c'est ça avec l'excitation, le cœur bat, tu vas être tout énervé. Fait que juste de recalmer ça avant de rembarquer sur fait que là, tu vois, ça dépend de la course. Fait que là, quand on fait le demi, c'est vraiment important qu'on, tu sais, comme je dis, les bas sont bien placés, ils sont pas tout croches. Donc, c'est pour ça que pratiquer ça, c'est vraiment important. Écoute, ça fait des années que je coach des triathlètes, puis le club, c'est pareil. Ils sont vraiment, vraiment affreux dans cette partie-là. Fait qu'ils vont sortir de l'eau, puis ils vont sécher les pieds pendant à peu près une demi-heure avant de mettre les bas. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas ce temps-là. Ouais. Okay? Fait que même si on prend notre temps, c'est quand même beaucoup plus vite que ce qu'on est habitué de pratiquer. Ouais. Donc, fait que là, il faut pratiquer physiquement l'affaire qu'on va faire. Il faut pratiquer à mettre les bas quand les pieds sont mouillés. Ouais. Vraiment important parce que c'est complètement différent. Puis, tu sais, la séquence de
tu casses les lunettes, blablabla, la séquence qu'on veut avoir. Ouais. Puis, une fois qu'on a pratiqué la séquence souvent, ça va devenir automatique. Sauf que dans notre premier triathlon, tout ça risque de prendre le bord. Parce que là, tout d'un coup, on veut aller vite. OK? Fait que là, qu'est-ce que je dis, c'est que commencez à visualiser votre zone de transition, la séquence que tu vas prendre pendant que tu es en train de nager à la fin. Okay. Parce que tu n'as rien d'autre à faire, honnêtement. Ouais. À part d'arriver au bout, là, tu fais ton petit mouvement de jambe, tu as un bon point de repère, tu sais où est-ce que tu vas sortir de l'eau. Puis là, tu commences à imaginer vraiment comment ça va se passer. L'imaginer pendant que tu cours à la zone de transition, ça marche pas parce qu'il y a plein de monde qui nous crie après. Puis là, ça nous sort notre cerveau qui fait « Oups, OK, ma mère est là. Tu cherches ton monde un peu. Ouais. Fait que je dis, fais ça pendant la nage. Puis quand tu arrives à la zone de transition, c'est déjà fait. C'est dans ta Tu l'as tête. visualisé déjà, puis la séquence est faite. Puis c'est pas mal plus simple qu'on pense. Les gens, ils compliquent ça beaucoup. Puis là, ils réalisent... Je me rappelle, j'avais fait un triathlon avec ma gang pour une première fois devant eux, tu sais, puis... absolument, quand ma gang faisait un triathlon, moi, je suis coach, j'en fais pas. Mais cette fois-là, j'ai dit, je vais le faire avec vous autres. Puis c'était un triathlon à vagues. Fait que moi, j'étais dans la première vague, encore là, parce que j'étais un bon nageur. Puis j'ai dit au monde, quand vous allez, avant votre vague, venez à la zone de transition puis à regarder ces athlètes faire. Puis dont moi, tu sais. Ouais. Puis là, le premier commentaire qu'ils ont fait à la fin, c'est comme, ça avait l'air vraiment simple. On dirait que c'était comme, il n'y avait pas grand-chose. Non, il y a un casque, des lunettes, puis t'étais bas, puis tu pars, tu sais, il y a comme une séquence. Puis ça avait l'air vraiment relax, tu sais. Mais ça s'est fait en quelques secondes, tu étais déjà parti. Puis si tu regardes vraiment les professionnels, ça n'a jamais de l'air, tu sais, comme fou. Ouais. Ils sont tous, sont quand même, qui arrivent, ils courent, ils mettent leur affaire, mais c'est parce qu'ils ont pratiqué souvent. Ben oui, c'est sûr. Ouais. T'as-tu d'autres conseils à recommander ou un truc que tu... Oui, c'est sûr que la partie bouffe est beaucoup plus importante qu'on pense. OK? Puis la raison, c'est que les gens, encore là, ils ne pratiquent pas beaucoup. Nouvellement, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans le monde de la nutrition, puis je suis convaincu, il y a deux choses qui sont vraiment en train de changer parce que les performances mondiales commencent à vraiment, vraiment progresser. C'est fou, là. Okay? Ouais. Oui, il y a un élément performance enhancing drugs. OK? Fait que ça existe. Mais l'autre élément, c'est vraiment la science de l'entraînement, elle a vraiment amélioré. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de vraiment intéressant. Ça évolue tout le temps, ça change. Des fois, il y a des modes dans le temps qu'on réutilise. Il y a des affaires qu'on faisait il y a 10 ans qu'on ne fait plus. Mais il y a toujours une progression là-dessus. Mais l'autre affaire, c'est la nutrition. Puis, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Parce que pendant longtemps, on disait aux athlètes, prends vraiment le strict minimum pour arriver à faire ta course. Oui. Entraîne-toi avec le strict minimum pour que ton corps s'habitue à avoir le strict minimum. Puis, on s'est rendu compte que les gens, souvent, ils étaient toujours sur le bord du bunk. Ouais. Fait que là, on a commencé à dire, mais là, il faudrait en prendre plus. Puis que les nutritionnistes, ils disent, ils savent le nombre de calories qu'il faut que tu prennes, les protéines, les glucides, tout ça. Sauf que les gens, ils font juste ça à l'événement. Ouais. Puis les nutritionnistes vont dire, pratique-le, mais les gens ne le pratiquent pas. Mm-hmm. Fait que là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire cet hiver avec les athlètes, c'est que je leur disais, à chaque fois qu'on fait un entraînement, mettons, à l'intérieur sur une plateforme X, là, en vélo, vous devrez absolument avoir mangé quelque chose puis finir une gourde pendant une heure d'entraînement. Quelque chose que le monde ne faisait jamais. Je vois, mais tu sais, je viens juste de manger, j'ai pas faim, puis tout ça. Mais il faut pratiquer la digestion. Le gut training. Oui, le gut training. OK? Fait que là, écoute, dernièrement, il y a un athlète australien, Cameron Worth, dans un Ironman qui a pris 200 grammes de glucides de l'heure. À l'heure, wow. OK? Les nutritionnistes, ils parlent de 50-60. OK? Il commence à pousser vers le 100. Ouais. Là, il a pris 200, puis il n'a pas vomi. OK? Il a pas. Mais il a parlé de ça après, puis il dit ça m'a pris 1 an et demi à pratiquer, à prendre le plus de bouffe possible. Ouais. Puis là, je suis rendu même pas à ma limite que je pense. Bien, la performance est en train de vraiment améliorer beaucoup. Fait que là, nouvellement, là, j'ai dit au monde, bien, quand on court, essayer de prendre vraiment quelque chose que tu prendrais durant ton événement. Ouais. Si tu as l'intention de manger pendant ta course, parce que c'est long, là. Ouais. Tu dis, OK, je vais juste prendre des gels. Ben, ouais, 6-7 heures. Tu vas peut-être vouloir manger. Ben, OK, mais j'ai jamais mangé pendant que je cours.
Et la plupart du monde n'ont jamais mangé pendant que Moi, je suis capable, dans une course de 2 heures, je peux manger 3 bars pendant que je cours. Ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Fait que, un des affaires que je recommanderais le plus, c'est de pratiquer ça. Ouais. Tu peux pas commencer à investir des milliers de dollars en gel pour faire tous tes entraînements avec des gels. Là. Ouais. Fait qu'avoir quelque chose de plus naturel, qui est facile à digérer, whatever, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Puis pratiquer à prendre ça, c'est une chose. L'autre affaire, je dirais, c'est que de comprendre un peu comment ton corps réagit avec le repos. Mm-hmm. Fait que dans un élément d'entraînement, on a le build-up d'entraînement, mais on a aussi la partie affûtage. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de repos, il y a des gens qui n'en ont pas besoin de beaucoup. Toi, est-ce que tu le sais? Je pourrais pas dire, puis je sais pas c'est quoi beaucoup ou pas beaucoup de repos. Ouais. Fait que je pense pas que j'ai une réponse claire. À... OK. Fait que la façon la plus facile à savoir, as-tu déjà eu des matchs de soccer où on dirait que tu n'étais pas tuable? Ouais, ou même juste des courses récemment où que ça va bien puis que tout est... Comment ça a été aujourd'hui? 10 sur 10, right? J'aurais pu continuer des heures, puis pourtant, mon pace est un peu plus rapide que d'habitude, puis c'est comme si tout va super bien. Tout fonctionne bien. Ouais. OK? Fait que ça, on appelle ça une journée peak performance. OK? Fait que peak performance, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années. Puis c'est tout rêve d'entraîneur, c'est d'arriver à ce que tes athlètes piquent au bon moment. Lors de la course. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait comme plan d'entraînement? C'est qu'on fait pas mal la même chose pour tout le monde. C'est vraiment difficile dans des plans d'entraînement normaux d'avoir quelque chose de particulier pour l'athlète. Puis quand c'est la première fois, ben on y va avec ce qu'on pense. Ouais. OK? Ben c'est vraiment simple. Fait que tu as une journée où ça va vraiment bien. Regarde ce que tu as fait dans les dernières 2 semaines. C'est quoi les éléments? T'sais, est-ce que ça a donné que tu t'es bien reposé cette semaine-là? Tu n'as pas travaillé. Tu es allé en vacances 2 semaines avant. Tu as mangé quelque chose de particulier la veille que tu n'as jamais mangé avant ou que tu manges d'habitude. Puis là, prendre des notes. Qu'est-ce qui est vraiment bien avec les programmes d'entraînement, c'est qu'on peut souvent mettre du feedback. Mm-hmm. Si on n'a pas le temps d'écrire, puis la plupart du monde n'a pas le temps d'écrire, on peut mettre un élément sur 10 en termes de sentiments. Oui, ça, je l'ai... Ouais. Fait que là, aujourd'hui, 9 sur 10. Ouais. Aujourd'hui, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10. Oh boy, OK, t'es fatigué. Ouais, là, ça va pas, mes affaires. Ouais. OK, ben une couple de jours de repos, hop, 9 sur 10. 9 sur 10. Ah, il s'est passé quelque chose là. Fait que récemment, j'ai eu une conversation avec un athlète, puis il a dit, c'est drôle, je me sentais vraiment bien hier, mais la semaine passée, au début de la semaine, c'était affreux. C'est comme si je voulais tout arrêter. Puis il dit, c'est juste reposé 3-4 jours, puis il y a eu un peak performance day, tu sais. Fait que genre, ben, toi, tu es un athlète qui n'a pas besoin d'un gros taper. On va prendre ça en compte pour... C'est ça. Fait que pour ton événement, au lieu de prendre le traditionnel 2 semaines de taper, peut-être qu'on va juste te donner un 4-5 jours. OK, fait, OK, j'ai jamais fait ça. Ouais, mais ça fait plusieurs fois que tu me dis, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui. Puis là, le lien, c'est ça. Ouais. OK? Fait que là, c'est prendre des notes, savoir qu'on est. Puis il n'y a pas meilleure personne que l'athlète lui-même pour savoir comment ça va. C'est OK? vrai. Des fois, on peut être inquiet. Il me semble que de ce temps-ci, j'ai de la misère. Fait qu'on peut consulter quelqu'un. Puis là, quelqu'un qui est capable de t'écouter puis savoir, OK, mais t'as-tu pensé à telle chose? Il t'est arrivé telle chose. Fait que quand moi, j'ai énormément d'expérience. Fait qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai pas entendu. Mm-hmm. Mais je vais quand même poser des questions. Je vais dire, ben ouais, mais, tu sais, exemple, j'ai des mal aux épaules de ce temps-ci. Je sais pas, mes épaules, là, je capote. Là, à chaque fois que je nage, j'ai toujours mal aux épaules. Je pose des questions pour savoir que la personne venait juste de faire une rénovation, qu'il avait levé du Gyp Rock sur un plafond, là, puis pendant une journée au complet, puis il avait comme oublié qu'il avait fait ça. Ouais. C'est pour ça qu'il avait mal. Tu sais, fait que... des fois, on est bon pour savoir comment on se ressent, mais on n'est pas très bon pour savoir pourquoi on se ressent. Oui, ça, c'est vrai. C'est bon. Ça, c'est très vrai. On le voit aussi beaucoup en physio. Oui. Puis, tu sais, moi, comme entraîneur, même comme athlète, je suis pas bon là-dessus. Là. Tu sais, faut que je jase avec quelqu'un. De ce temps-ci, j'ai mal. Mais t'as-tu fait pour réaliser que, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Fait que, dernière question pour toi. C'est sûr que
c'est peut-être biaisé un peu vu que tu es un coach, mais mettons quelqu'un, encore une fois, comme moi, qui débute pour ou contre avoir un coach de triathlon. C'est toujours pour. OK? Puis la raison, c'est que c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui est expert dans notre entourage. Ouais. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir un coach privé. Tu peux juste être dans un club puis qu'il y a un coach qui est toujours disponible pour répondre à des questions. Être dans un entourage de vétérans. Oui, comme tu dis. Fait qu'avoir des vétérans. Le seul problème des vétérans, c'est qu'ils ont seulement leur expérience de vétérans à partager. Mm-hmm. L'entraîneur a les expériences de toutes les centaines ou milliers de coachs, d'athlètes qu'il a coachés. Oui, c'est vrai. Fait que oui, c'est comme n'importe quel. Moi, si quelqu'un dit, je devrais-tu aller voir un physio? Oui, tu devrais aller voir un physio. C'est les experts de ça. Un chiro, un expert, oui, je peux faire la comptabilité, mais peut-être que je devrais aller voir un comptable pour finaliser ma business puis faire les vraies choses. Fait que. Je pense que depuis quelques années, il y a beaucoup d'athlètes qui sont devenus coachs. Mm-hmm. Ils ont fait une couple d'événements, puis ils ont dit, là, à cette heure, je vais aller dans le coaching. Ça, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi les antécédents de cette personne-là. Ouais. Il y a des personnes qui, naturellement, sont pédagogues. Ouais. On les rencontre tous les jours. Cette personne-là pourrait être un entraîneur parce qu'à chaque fois qu'on jase, il y a une bonne façon pédagogique de me dire des choses. C'est pas parce que tu as fait un Ironman que tu es un bon coach. Ouais. Wayne Gretzky, le meilleur joueur de hockey, c'était le pire coach. Pour lui, c'était tout naturel. Souvent, les très, très, très bons athlètes sont pas très bons à coacher. Mm-hmm. La seule raison, c'est parce que c'est facile pour eux. Ouais. Quelqu'un qui a vraiment eu la vie difficile, qui n'a pas beaucoup de talent, mais qui a travaillé fort et qui a réussi, il a passé à travers des affaires pour te consulter. Fait que je vais toujours être pour. Souvent, la meilleure personne, c'est une recommandation d'un ami. Mm-hmm. Elle dit, moi, j'ai travaillé avec telle personne, puis j'ai bien aimé l'expérience. Ouais. Puis c'est pas tous les coachs qui sont bons pour tous les athlètes. Moi, je suis vraiment, vraiment mauvais avec les athlètes insécures. OK, je le dis, là, quelqu'un qui est insécure, il va avoir la misère avec moi parce que je suis pas très bon avec ça, avec l'insécurité devant moi. Mais c'est bon que tu sois capable justement de reconnaître autant tes forces que tes faiblesses puis de dire, ça se peut que ça soit pas un fit aussi avec quelqu'un, ça se peut que quelqu'un d'insécure veut quand même essayer avec toi aussi. Puis, oui, puis ça arrive tout le temps. Bien, là. Ouais, ça arrive tout le temps. Fait que là, c'est vraiment quelque chose que je dis, c'est vraiment important que tu sois le plus autonome possible, que tu sois capable de prendre tes propres décisions. Si tu te fies sur moi, l'entraîneur, pour décider tout ce que tu vas faire dans ta vie d'athlète, je suis probablement pas la bonne personne. Parce que je prône beaucoup l'autonomie. Ouais. Je vais dire, mais toi, c'est quoi ton objectif? Mais toi, comment tu te sens? Mais quelle vitesse je devrais aller? Toi, quelle vitesse tu penses que tu devrais aller? Quelle vitesse tu serais capable de tenir? Ouais. Là, après ça, on peut avoir une conversation. C'est vrai. C'est ça. Des fois, je vais être très... Non, c'est de même, ça va se passer, mais c'est être agile là, comme entraîneur. Qu'est-ce que les bons entraîneurs sont agiles, sont capables de s'adapter pas mal à n'importe quelle personne. Ils ont leur façon, mais il n'y a pas... Moi, ma façon, c'est pas la meilleure façon. Mm-hmm. La meilleure façon, c'est de trouver cette façon-là pour la personne. Je suis très d'accord avec ça. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout parce que c'est pas parce que ça marche pour moi que ça marche pour quelqu'un d'autre. Fait que tu peux pas prendre, appliquer quelque chose. Tout le monde a sa réalité, tout le monde a ses différences. Fait que c'est pas parce que ça marche pour une personne que moi j'ai fait ça m'a aidé, je vais coacher tout le monde à faire de cette manière-là. Ouais. Faut personnaliser aussi beaucoup les choses. La seule affaire, je dirais, c'est qu'en général, il faut que les athlètes passent par les bases avant de décider qu'est-ce qui marche pour eux. Mm-hmm. Dans le sens que quelqu'un dit, moi, là, je suis vraiment mauvais quand je fais des intervalles. OK, mais combien de fois dans ta vie tu as fait des intervalles? Tu sais quoi, je l'ai fait une fois en l'entour de la piste, j'ai vraiment pas aimé ça. Tu sais, OK, mais là, c'est parce que là, c'est juste une fois. Là. Fait que là, on peut essayer d'explorer un peu plus. Fait que moi, j'aime ça que les athlètes débutants explorent le plus de sortes d'entraînement à faire, explorer peut-être un équipement qu'ils n'ont jamais fait, assez, emprunter d'un ami pour voir si ça fonctionne pour toi. Mm-hmm. Puis avant de décider, OK, moi, il faut que tu aies une certaine expérience avant de savoir qu'est-ce qui marche pour toi. Comme toi, tu ne sais pas encore
quel genre de taper tu vas avoir besoin, quelle expérience que tu vas avoir, la stratégie que je vais utiliser, mais je vais essayer. C'est ça qui est fantastique avec les premières fois, c'est qu'on fait plein d'erreurs. Tu sais, j'ai vu des gens, leur premier triathlon, mettre leur casque de vélo à l'envers. Ils ont débarqué du vélo, ils ont continué à courir avec leur casque. Les lunettes qui étaient dans leur cou, parce qu'au lieu d'enlever les lunettes de natation, ils les ont laissées dans le cou, ils mettent le casque de vélo. Okay. C'est le fun les premières fois. C'est vraiment un plaisir de voir. Moi, comme entraîneur, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à voir les gens découvrir leur première fois. Puis après ça, c'est là que le travail commence. Si la personne a eu la piqûre, là, c'est vraiment bien de dire... Parce que ça, c'est un élément que le coach peut vraiment t'aider. C'est que les gens, mettons, tu as fait ton premier demi. Là, tu dis, OK, mais là, je me suis inscrit à 3 autres demi. OK, ils sont quand? C'est au mois d'août. Là. Ouais. Peut-être que ça aurait été bon de consulter quelqu'un, tu sais, un entraîneur pour dire, gars, voici qu'est-ce que je te conseille. Ouais. Fait que ça, c'est le minimum. Non. Super. Ce que je retiens, c'est encore là, ce qui m'a marqué, c'est ton minimum des distances par semaine. Ouais. Fait que ça définitivement quelque chose que je pense que je suis vraiment proche ou je le fais presque en ce moment. Okay. Moins la natation, mais ça s'en vient. Okay. Puis de vraiment encore là, les bricks, je pense que puis de le pratiquer, puis de pratiquer le message que j'envoie de ma tête. OK, je pars pour justement un 6-7 heures. Puis fait que ça, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que ça me donne, suite à cette discussion-là, on dirait que ça me donne le goût. J'ai envie de le faire demain matin. Là. Ouais. Il me reste encore beaucoup de travail à faire. Là. Mais non, c'était vraiment, vraiment le fun. Merci pour cette belle discussion et tes conseils plaisir. Et surtout ton expérience là, qui t'a appris beaucoup de choses. Fait que, puis c'est pour quand? Septembre. OK. Donc, 20 septembre. Le 20 septembre. C'est quel... Jones Beach. Jones Beach. OK, parfait. Parfait. Excellent. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça se passe pour toi. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. Bye-bye. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!